Dans mon livre à moi, hacker, ça signifie déjouer la sécurité. Euh, Souvent, des programmeurs ont de bonnes intentions, font des beaux sites web et se font hacker. Souvent, c'est parce qu'on pense pas à tout ce qu'il peut avoir dans la tête d'un hacker. Alors, avant de savoir hacker quelque chose, il faut comprendre comment sa sécurité est montée. Parce que le but de hacker quelque chose, ou peut-être pas le but, mais le savoir-faire de hacker quelque chose, souvent, c'est de bien comprendre sa sécurité pour éventuellement voir un peu à quel endroit il y a eu des failles au niveau de cette sécurité-là. Ça s'adresse autant dans le monde physique que dans le cyberespace qu'est Internet. Je vous donne par exemple, vous êtes prisonnier dans une prison, vous regardez le mouvement des gardiens de sécurité, vous savez qu'ils passent à telle heure, ils ne regardent pas à telle heure. Toute cette analyse-là de la sécurité vous permet de monter un plan pour éventuellement la déjouer. Donc, le hacking, c'est un peu ça. On essaie de bien comprendre comment fonctionne du SQL avant d'essayer de faire de l'injection SQL. Même chose pour Linux, avant d'essayer de le hacker, faut bien comprendre comment fonctionnent les permissions sur Linux. C'est un petit peu comment ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fonctionnent les permissions. Et puis à la fin, une petite technique pour hacker si on voit qu'un administrateur de système n'a pas bien monté ses permissions. Eh bien voilà l'occasion de dire, ah, il y a une faille ici, je vais l'exploiter. Et évidemment, j'espère que vous aurez l'amabilité d'informer l'entreprise pour l'aider à renforcer sa sécurité et non de faire du mal. Alors pour ce faire, je vais parler de la sécurité de Linux pour commencer. Et puis ceux qui utilisent Termux, ça s'adresse aussi à vous. Termux étant un émulateur de Linux. Alors en gros, ça fonctionne un peu de la même façon. J'ai beaucoup testé Termux et il est très bien monté, donc il ressemble beaucoup à Linux. Mais aujourd'hui, je vais utiliser Ubuntu, version 20.04, je pense. Voyons voir, juste pour être certain. Ouais, une toute dernière distribution d'Ubuntu. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Sans perdre de temps, j'ai une fenêtre ici que je suis logué avec l'utilisateur Eric, que j'ai préalablement ajouté avec add user Eric. Et j'ai l'utilisateur Inaya, qui est Inaya, lorsqu'on regarde, Inaya, c'est une femme dans ma compagnie qui travaille dans le département des ventes. Alors qu'Eric, lui, c'est mon sysadmin, mais il fait également du shipping à l'occasion. Et j'ai Mohamed, ma troisième fenêtre. Mohamed travaille au shipping seulement. Donc, j'ai Mohamed au shipping. J'ai Inaya aux ventes. Et Eric, mon sysadmin, qui fait également du shipping à l'occasion. Donc, j'ai un groupe secondaire. C'est mon groupe primaire, sysadmin, et mon groupe secondaire. On va aller dans Slash et on va essayer de créer un répertoire qui va s'appeler permission. C'est là qu'on va s'amuser pour faire nos tests. Et évidemment, dans Slash, je n'ai pas les permissions pour créer quoi que ce soit. Dans Slash, il y a que root qui peut, le slash, le répertoire racine, appartient à root et les membres du groupe root. Le seul habilité, vous voyez ici la façon que les permissions fonctionnent. D signifie qu'on a affaire à un répertoire. R, les trois premières lettres, read, write, execute. En octal, je pourrais dire 4, 2 et 1. Donc, si on se rappelle en binaire, on aurait trois chiffres comme ça. Le premier, le premier en commençant par la droite, évidemment, désolé de le mentionner. Bon, le premier à droite, si j'avais 001, ça voudrait dire 1. Si j'avais 010, ça voudrait dire 2. Et si j'avais 100, ce serait le chiffre 4 en binaire.
Donc, j'ai un flag à chaque position qui peut être soit à 1 ou à 0. Donc, c'est pour ça que si j'ai 1, 1, 1, ça voudrait dire read, write, execute. Donc, je set le bit read, je set le bit write et je set le bit execute. 1, 1, 1 en octal, en décimale, ça fait 7 pour les besoins de la cause. Si je regarde la deuxième série de 3 lettres, qui est R trait d'union X, donc vous voyez ici R trait d'union X, la deuxième série de 3 lettres, ben, je ne compte pas le D, qui est la première lettre, c'est le type de fichier. Donc, les read, write, execute. Ici, j'ai read et j'ai execute. Donc, j'ai l'équivalent du premier bit qui est seté, le deuxième qui ne l'est pas et le troisième qui l'est. J'espère que vous êtes familier avec l'octal. Donc, c'est un chiffre en octal. Ici, en binaire, 1, 0, 1 équivaudrait à 5 parce que j'ai le bit 4 qui est seté et le bit 1. Et si j'y vais avec la dernière série de de 3 lettres, R rien X, ben j'ai la même chose. J'ai le premier bit qui est seté pour le read, je le veux. Le write, je le veux pas. Et l'exécutable, je le veux. Donc, ce serait l'équivalent du chiffre 5 en décimale. Donc, tout ça pour dire que la façon de lire ça, c'est de connaître un petit peu l'octal, le binaire, comprendre les bits, et puis je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Donc, je voulais juste vous introduire au cas où vous ne seriez pas familier avec les bits et le système octal. Donc, la façon que les permissions fonctionnent, le premier ici, c'est les permissions du propriétaire du répertoire. Donc, root a le droit de lire, écrire ou exécuter ce qui se trouve dans ce répertoire-là. Mais si vous n'êtes pas root, mais que vous faites partie du groupe root, à ce moment-là, c'est la deuxième série qui s'adresse à vous. Vous avez le droit de lire, mais vous ne pourrez pas écrire par contre, et vous aurez le droit d'exécuter. Et si jamais vous n'êtes pas root et vous ne faites pas partie du groupe root, vous êtes n'importe qui d'autre, on utilise le terme other. Donc, vous n'êtes pas le propriétaire et vous ne faites pas partie du groupe. Vous avez la troisième série de droits s'adresse à vous. Vous avez le droit de lire et d'exécuter aussi. Alors, si j'essaie de créer un répertoire qui s'appelle permission, c'est pour cette raison-là que j'ai permission denied parce que je ne suis pas root et je ne fais pas partie du groupe root. Pour ça, je vais changer d'utilisateur, je vais devenir super user. Je rentre le mot de passe pour devenir super user. Maintenant, je suis root sur la machine. Alors maintenant que je suis root, je peux créer le répertoire permission. Alors voilà, j'ai créé le répertoire permission et le répertoire m'appartient parce que je suis root maintenant. Et puis je vais donner les droits à tout le monde sur ce répertoire-là. Pour ce faire, je peux faire change mode, owner plus read, write, execute de permission. Je peux faire ensuite change mode pour le groupe, d'ajouter read, write et execute sur permission. Je peux faire change mode pour other. Ah, c'est vrai que tantôt j'ai utilisé O. O c'était pour other. Je vais maintenant utiliser U pour user. En fait, c'est le owner. Read, write, execute sur permission. Donc maintenant, on voit que j'ai read, write, execute pour tout le monde ici sur le répertoire permission. J'ai donné, juste pour récapituler, le U, c'est pour le propriétaire, l'utilisateur, le premier ici. G, c'est pour ceux qui sont membres du groupe. Et O, c'est pour other, tous les autres. Donc, c'est une façon de donner les permissions. Une autre façon serait de faire change mode. Si vous connaissez les bits exacts que vous voulez, vous pourriez faire 744. Un peu comme j'expliquais tantôt, 7,
Ça voudrait dire que mon utilisateur aurait le bit 4, 2 et 1 de setter, alors que les autres n'auraient que le bit 4. Donc, ça me donnerait read, write, execute, alors que les autres ont accès en lecture seulement. Et je vous informe que des droits d'exécution sur un répertoire, en fait, étant donné qu'un répertoire, ça ne s'exécute pas, les droits de permission sont utilisés pour savoir si on peut aller dans le répertoire. Donc, si je veux que les gens puissent aller dans le répertoire, donc je vais y aller ici. Cette personne-là, si je voudrais aller dans le répertoire, elle n'a pas accès. Elle n'a pas accès parce qu'elle n'est pas root. Alors, elle peut tout simplement pas aller dans le répertoire. Si je veux lui permettre d'aller dans le répertoire, je peux faire un change mode. Other, parce que cette personne-là est ni root, mais elle ne fait pas partie non plus du groupe root. Donc, ça va être dans les permissions de Other. Plus X, je vais lui donner les permissions en exécution sur le répertoire permission. Et là, je vais pouvoir dire à mon utilisateur, c'est bon, tu es autorisé à aller dans le répertoire maintenant. Alors maintenant, si cette personne-là essaie d'aller dans le répertoire, ben, elle peut. Elle a maintenant été autorisée à aller dans le répertoire. Maintenant, si j'essaie de créer un fichier, par contre, permission denied, parce que je suis autorisé à lire le contenu du répertoire. Je suis autorisé à m'y rendre, mais je ne suis pas autorisé à créer du contenu dans ce répertoire-là. Donc, c'est pour ça que malheureusement, j'ai un permission denied. Alors maintenant, je vais autoriser cette personne-là. Et pour l'autoriser, vous aurez compris que c'est change mode other plus W. Je veux que les autres personnes leur octroyer le droit d'écrire. Donc maintenant, root pourrait lire, écrire et exécuter. Ceux qui ne sont pas root, mais qui sont membres du groupe, pourraient seulement lire. Et toutes les autres personnes sur mon serveur peuvent lire, exécuter et écrire. Donc maintenant, si j'essaie de créer mon fichier, je suis autorisé et mon fichier appartient à Inaya du secteur des ventes. Mohamed, on sait que lui aussi va pouvoir y aller. Et lui, Mohamed, s'il crée un fichier, ben là, j'ai deux fichiers dans mon répertoire. J'en ai un qui appartient à Inaya ou à n'importe qui du secteur des ventes, ou à Mohamed ou n'importe qui du secteur de shipping. Donc, c'est un peu la façon que les permissions s'octroient. Ici, je vais mettre un change mode 777 pour permission. Et je vais quitter root, je vais devenir Eric maintenant. Je m'en vais dans permission. Et si moi aussi je fais un touch d'un fichier quelconque, et bien là j'ai aussi un fichier qui appartient à Eric et ou à un membre du groupe sysadmin. Alors c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Un autre petit détail important. À chaque fois qu'on crée un fichier sur Linux, un fichier a les permissions 666 au départ, alors qu'un répertoire a les permissions 777. Par contre, pourquoi ici je n'ai pas vraiment 666, mes fichiers ont été créés 644? Il existe un umask qu'on appelle. Le umask a été seté à 022. Alors, quand on met comme sysadmin un umask à 022, quand un utilisateur va créer un fichier, le fichier va être 666. Par contre, le bit, regardez seulement que les trois derniers chiffres, là, le premier c'est pour des permissions un peu spéciales, j'en parlerai plus tard, mais les trois derniers font référence à ces trois choses-là ici. Donc, mon utilisateur, le 6, j'y toucherai pas au 6. Par contre, ici, je vais désactiver le bit numéro 2 et je vais désactiver aussi le bit numéro 2. Donc, le fameux bit d'écriture, je ne l'autorise pas, moi, comme sysadmin. Et c'est le sysadmin qui définit le umask sur un serveur. Comme ça, quand mes utilisateurs vont créer un fichier, par défaut, le fichier va être 666.
On va appliquer là-dessus le UMask. Donc, le fichier va être créé 644. Je ne sais pas si vous, j'espère que vous me suivez, vous êtes familier, mais si vous voulez bien comprendre les permissions, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je change le UMask et que le UMask, je le mets 777 par exemple, ce qui ne ferait pas de sens, parce que là, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je crée un fichier, mon fichier 666, par contre, je désactive tout, et donc il n'y aura pas aucune permission. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle J. Et vous voyez, mon fichier J n'a absolument aucune permission. Il y a, à la base, il aurait dû être 666. Et en appliquant le UMask, donc le UMask désactive les 3 bits pour le propriétaire du fichier, les 3 bits pour le membre du groupe, et désactive aussi les 3 bits pour les others. Donc un UMask qui peut être intéressant serait 2 ou 0, 0, 027. 027, c'est un UMask assez répandu et intéressant en matière de sécurité pour sécuriser vos serveurs. Donc maintenant, si je fais un touch de fichier qui s'appellerait T, par défaut, mon fichier serait 666, moins le UMask. Pas moins, mais en fait, ces bits-là vont être désactivés. Aucun bit de désactivé ici, donc il reste 6. Le bit numéro 2, par défaut, on n'octroie pas des droits en écriture aux membres de notre groupe. Et par défaut, aucun droit pour les gens qui ne sont pas moi-même ou membres de mon groupe. De cette façon-là, je suis relativement sécuritaire parce qu'à chaque fois que je crée un fichier, je sais que je serai le seul responsable de ce fichier-là, le seul à pouvoir y écrire du contenu. J'ai, les autres membres sysadmin vont pouvoir lire ce que moi j'ai fait, mais ne peuvent pas écrire. Alors, c'est moi qui demeure responsable de ce qui est écrit dans ce fichier-là. Si quelqu'un a une meilleure idée puis veut amener mon idée, il peut me l'apporter. Et moi, j'irai mettre à jour le fichier. Comme ça, je demeure le seul à écrire dedans. Mais mes collègues peuvent le lire parce que c'est de la documentation, par exemple. Et si quelqu'un n'est pas membre de mon équipe, ben, il n'y a pas d'affaire à consulter ce fichier-là. Je lui interdis. Par contre, malgré le UMask, il n'y a rien plus tard qui m'empêcherait de dire, ouais, ben finalement, les autres, je lui donne le droit en lecture. Ça ne me dérange pas que dans ce document-là, les gens puissent lire, là, même s'ils ne sont pas membres de mon groupe. Il n'y a rien de confidentiel. Je lui donne le droit en lecture aussi à eux. Alors, si je m'en viens ici, et puis Inaya regarde ces fichiers-là, je vais d'abord aller mettre du contenu dans mes fichiers. JJJ et TTT. Ici, je suis dans le fichier J. Puis ici, je suis dans le fichier TTT. Donc, si Inaya désirait lire le fichier JJJ, elle ne serait pas autorisée à le faire. Par contre, si elle veut consulter le fichier T, ben, elle est autorisée puis elle peut voir le contenu de ce fichier-là. Et si on prend Mohamed en exemple, Mohamed, J n'est pas autorisé, T n'est pas autorisé. Il est autorisé, pardon. Maintenant, si Mohamed voudrait écrire dans le fichier avec les T, il n'est pas autorisé à écrire dans ce fichier-là. Donc, voilà. Par contre, il y a une façon de contourner cette sécurité-là. Je pourrais copier le fichier TTT, étant donné que je peux le lire, je peux l'envoyer dans /tmp. /tmp/abc. Donc,
Je l'ai envoyé dans un fichier qui s'appelle /ABC. Étant donné que j'ai des permissions en écriture sur le répertoire courant, j'ai des permissions en écriture sur le répertoire courant, ça veut dire que je peux détruire le fichier TTT. Je suis autorisé à détruire le fichier ici. Donc le fichier n'existe plus. Je pourrais à ce moment-là aller modifier le fichier ABC et dire voici, j'ai contourné votre sécurité. J'ai contourné la SEC. Et puis maintenant, je vais copier le fichier ABC de TMP et je vais l'appeler exactement le même nom qu'il portait auparavant, ici. Et puis maintenant, si je regarde le contenu du fichier, ben c'est écrit voici, j'ai contourné la sécurité. Le seul petit problème avec ça, par contre, c'est que maintenant, mon fichier appartient à Mohamed. Donc, Mohamed risque de se faire poser des questions. Comment ça se fait qu'il a réussi à écrire dans le fichier? Pourquoi que le fichier est changé de propriétaire maintenant? Donc, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Mais sachez que quand c'est un script qui est lancé par root, vous pourriez possiblement envoyer le script ailleurs, l'effacer si vous avez des permissions en écriture. Allez modifier le script, le ramener ici. Et la prochaine fois que root va lancer le script, vous allez faire ce que vous voulez dans le script. Donc, c'est une façon, lorsqu'on comprend bien la sécurité, une façon dont il va être possible de la contourner. Une autre chose au niveau de la sécurité, euh, je sais maintenant, je sais que Eric travaille dans le même département de shipping aussi à l'occasion. Eric est le seul à avoir deux rôles, sysadmin et shipping, alors que Mohamed a le groupe shipping aussi. Alors, Mohamed va changer les permissions, va octroyer au groupe la permission d'écriture aux membres de son équipe. Donc maintenant, j'ai read, write, read, write, read. Donc, Mohamed peut lire et écrire et les membres de son équipe peuvent aussi lire et écrire. Alors, si je m'en viens ici, alors je suis Inaya. Inaya voudrait rajouter quelque chose dans le fichier. Elle n'est pas autorisée à le faire. Eric aimerait rajouter quelque chose dans le fichier. Eric est autorisé à le faire. Donc maintenant, j'ai modifié, j'ai ajouté mon contenu à la fin du fichier. Donc c'est un peu la façon dont les permissions fonctionnent. Donc on a vu qu'on a créé des permissions au début. Je vous ai expliqué les bits, un peu comment ça fonctionne, les trois séries. Euh, on a vu quoi d'autre, les groupes, bon, etc. Comprenez un peu mieux. On va renforcer un petit peu la sécurité parce qu'on a vu tantôt que Mohamed avait trouvé une façon de détruire un fichier d'Eric et de le remplacer après l'avoir modifié et tout. Il y a une autre façon qu'on peut faire ici, c'est de créer un répertoire que je vais appeler dire, dire 22 pour les besoins de la cause. Je vais le mettre change mode 777. Donc tout le monde y a accès, ouvert pour tout le monde. Et je vais ajouter un sticky bit qu'on appelle la lettre T sur répertoire 222. Donc vous voyez maintenant les permissions, il y a cette nouveauté ici, la lettre T ici. Je vous rappelle tantôt que, je me suis trompé, c'est UMask que je dois écrire. Je vous rappelle tantôt que le premier chiffre ici, j'ai dit que j'y reviendrai, c'est pour des permissions un peu spéciales. Je vais refaire change mode 777 pour mon dir 22. Vous voyez qu'il est read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Mais je peux faire aussi change mode 1, 777. Donc là, j'ai read, write, execute pour l'utilisateur, read, write, execute pour les membres du groupe, read, write, execute pour tous les autres. Et j'ai un bit un peu spécial au début.
qui est le bit numéro 1 que j'active sur dir22. Donc, c'est une autre façon de faire le change mode et d'ajouter le T par la suite. Donc, fait référence à 1000 comme le premier bit du premier chiffre. Bref, vous voyez maintenant que j'ai quelque chose de plus à ce répertoire-là. Donc, dans ce répertoire-là, supposons qu'on a notre ami Inaya ici qui s'y rend et que Inaya crée un fichier qui s'appelle mon fichier, c'est son fichier à elle. Et là-dedans, elle dit bonjour, voici, voici les infos du fichier et blablabla. Bla, bla. Donc, c'est son fichier. Maintenant, son fichier lui appartient. Et puis, elle a donné accès en lecture à tout le monde, mais elle est la seule à pouvoir écrire à l'intérieur. Donc ici, Mohamed s'en va dans dir22. Il voit que Inaya a créé un fichier. Il essaie de copier ce fichier-là sur le même principe que tantôt dans /temp/QWERTY. Ensuite, il essaie d'effacer le fichier. Remove File Protected Regular File. Donc, on a un avertissement ici. Tu t'apprêtes à effacer un fichier qui est protégé en écriture. Je dis oui, efface-le. Mais même si j'ai tous les droits sur le répertoire, les fameux droits d'écriture que je parlais tantôt, par contre, j'ai un sticky bit qui m'empêche de faire ça. Le sticky bit dit, vous avez tous les droits de créer des fichiers puis d'effacer, mais restez sur les vôtres par contre, pas avec ceux des autres. C'est un peu ça qui veut dire mon sticky. Ça veut dire, tu as le droit de créer des fichiers, tu as le droit d'en effacer, mais les tiens, pas ceux des autres. Alors que si je ne mets pas le T, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit d'effacer autant mes fichiers que ceux des autres. C'est un petit peu la nuance entre les deux. Alors, voilà. Mohamed va écrire un script maintenant. Et puis, on va essayer de contourner un peu la sécurité de ce script-là ensuite. Mohamed va créer un script qui va s'appeler, on va dire qu'il va s'appeler process.sh. Donc, bin bash. C'est un script qui fait un PS. Pipe dans grep root. Pipe dans wc-l. Alors, ça fait juste nous afficher combien de process root il roule dans le système présentement. Donc, combien de process root roule actuellement. Donc, c'est le genre de script qu'on voit souvent. Et puis, si j'essaie d'exécuter ce script-là, je vais vous expliquer après quelque chose. Permission denied parce que j'ai pas les droits en exécution. J'ai seulement, même pour moi-même, même si le fichier m'appartient, pour moi-même, je n'ai pas mis les droits d'exécution. Il y a une autre façon de le faire. Je pourrais exécuter bash à la place. Bash, j'ai les droits d'exécution. Et mon script, combien de process roule actuellement? 123. Donc, il a fait ps-ef, il a compté tous ceux qui avaient route. Par contre, si je veux lancer directement comme ça, ben je dois. Là, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Je vous explique. La première fois, j'ai écrit process.sh, permission denied. Le point slash signifie dans le répertoire actuel, il y a quelque chose qui s'appelle process.sh, exécute-le. Et le permission denied signifie que je n'ai pas les droits en exécution dessus. Si j'écris process.sh, mais sans spécifier que c'est celui dans le répertoire courant, il me dit command not found parce que la façon que Linux fonctionne, il y a une variable qui s'appelle PATH. Et PATH, à chaque fois qu'on exécute un programme,
il va aller regarder dans user local sbin pour voir si ma commande existe. La commande process.sh. Elle n'existe pas. Il va regarder dans user local bin. Elle n'existe pas là non plus. Il va regarder dans user sbin. Ça n'existe pas là non plus. Il va regarder dans user bin. Et ça n'existe pas non plus. Slash sbin, slash bin, slash user game, user local game et snap bin. Étant donné que process.sh n'existe à aucun de ces endroits-là, et il me retourne command not found. La commande n'a pas été trouvée. Mais si je modifiais la variable PATH, PATH égale tout ce qu'il y a déjà dans PATH plus slash permission slash, on va enlever la caméra quelques secondes, slash dir 22, slash permission slash dir 22. Donc, j'ai mon nouveau path maintenant, qui ne semble pas avoir aimé. Export path. Il ne faut pas que je mette mon signe de dollar. Export path égale signe de dollar path plus permission 22. Maintenant, si je fais un écho de dollar path, maintenant, il va regarder dans tous les répertoires qu'il regardait auparavant, mais en plus, il va regarder dans permission dir 22. Alors maintenant, si j'exécute process.sh, au lieu de me dire command not found, il me dit permission denied, donc ce qui est très bien. Maintenant, il a trouvé notre process.sh. Il nous reste que notre problème de permission à régler. Alors, pour ce faire, je dis change mode, l'utilisateur plus X. Donc, je set le bit d'exécution pour le rôle d'utilisateur à process.sh. Alors maintenant, vous voyez que j'ai les droits d'exécution. Si j'exécute process.sh, non seulement il l'a trouvé, mais maintenant j'ai les permissions appropriées et mon script fonctionne bien. Alors c'est la façon de jouer avec les permissions, la façon que Linux recherche ses commandes. Maintenant, si on s'en va ici, je m'en vais dans dir 22. Maintenant, je voudrais exécuter process.sh. Alors, il n'y a que Mohamed qui a les droits d'exécution là-dessus. Moi, même si je fais partie de son équipe de shipping, grâce à mon groupe shipping ici, mais je ne suis pas autorisé à exécuter ce script-là. Il est possible que Mohamed décide de me donner des permissions en disant les membres de mon groupe, je leur octroie les permissions d'exécution. Alors là, à ce moment-là, Eric pourrait exécuter le script et ça fonctionne. Je vais faire, on va regarder un autre permission un peu particulière, la lettre S. La lettre S, on va retourner avec Mohamed. Mohamed maintenant ajoute le S à son process. Le S ici signifie Switch User ID ou Switch Group ID, dépendamment de sa position. Ça veut dire que quand quelqu'un va exécuter, parce que remarquez que le S, c'est positionné à remplacer le X, ça veut dire que j'ai les droits d'exécution, mais en plus, quand je vais exécuter ça, je vais changer mes permissions pour devenir Mohamed ou devenir membre du groupe shipping. À l'intérieur de tout ça ici, à la fin, je vais afficher ID pour voir un peu c'est quoi mon ID. Donc ça, c'est mon ID au début. Si j'exécute ID, et j'étais déjà Mohamed shipping, alors ça n'a rien changé. Donc, ou ça a changé quelque chose, mais je ne peux pas le voir puisque j'étais déjà Mohamed et j'étais déjà shipping. On va regarder maintenant si Eric l'exécute. Eric est sysadmin et shipping.
Maintenant, si on exécute process.sh, je suis toujours Eric, sysadmin et shipping. La raison, la raison pour ça, vous vous rappelez que j'ai... Ah non, ben en fait, vous vous rappelez pas, c'est dans une autre vidéo, à moins que vous ayez vu l'autre vidéo. En fait, process, c'est pas un exécutable. Process, on lui donne des droits d'exécution, mais en fait, ça, c'est une directive un peu particulière. Dans un script, on met des commentaires avec un dièse comme ça. Donc, ceci est un commentaire. Mais quand on met un dièse avec un point d'exclamation, ça dit au système d'exploitation que c'est pas réellement un exécutable. C'est plutôt, va plutôt chercher /bin/bash et c'est lui qui va être capable d'exécuter le reste de mon contenu parce que c'est un bash. Donc, c'est pour ça que le S ne fonctionne pas des, sur des bashs. Il fonctionne seulement que sur des binaires. Supposons maintenant que Inaya voudrait hacker, mais avec un binaire cette fois-ci, plutôt qu'un script. Elle pourrait vouloir créer un programme en C qui s'appellerait hackit.c, dans lequel elle inclut stdio.h, elle inclut stdlib.h, et elle inclut std unistd.h. On crée une fonction main. Dans la fonction main, set UID. Et puis elle set le UID, set group ID. On va commencer par le groupe. Le groupe ID de shipping 1006. Et elle set le UID de Mohamed qui est 1003. On le voit ici en bas de l'écran quand j'ai tapé la commande ID. Mohamed 1003, son UID. Et son groupe ID 1006 pour le shipping. On pourrait ensuite faire un petit affichage à l'écran. I hack it. Et finalement, exécuter une commande du système qui serait bin bash pour obtenir un shell. Parce que si la façon que Linux fonctionne, quand on va lancer notre programme est une couche au-dessus du shell courant. Il va setter le groupe ID et le UID. Et ensuite, quand il va terminer, il va revenir au shell courant avec son UID et son groupe ID ordinaire. C'est pas ça qu'on veut. Là, nous, on veut faire de l'escalade de privilèges. Alors, on crée un programme qui nous élève au-dessus de notre shell courant. On set le UID et le groupe ID et on se crée un shell par-dessus pour préserver et pouvoir taper des commandes avec ce nouveau user, ce nouveau groupe. On va regarder, on va essayer de compiler ça. Là, si j'exécute hackit, I hack it. Mais si je tape ID, je suis encore Inaya et je suis encore Sales. Alors, il nous manque encore quelque chose au niveau de nos permissions. On n'est pas tout à fait correct. Et pourquoi? Là, c'est là qu'entre en jeu mon petit S que je parlais tantôt. Alors, je vous explique pourquoi. Premièrement, ici, premièrement, j'ai un shell, un bash qui a lancé hackit, qui lui a lancé un bash. Alors, je vais faire exit. Pour quitter le bash, j'ai quitté hackit. Et là, je suis revenu à mon bash précédent. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. On était dans un bash, on lance hackit qui nous crée un bash. Le exit me ramène où j'étais. Donc, je voulais juste revenir avant de poursuivre. En fait, pour pouvoir exécuter les instructions C qui permettent de changer de groupe et de UID,
ça nous prend un S d'abord dessus. Et puis, tant qu'à vouloir changer, pourquoi je voudrais devenir shipping ou Mohamed? Pourquoi à la place, je préférerais pas devenir tout simplement route? Parce que dans les faits, tant qu'à hacker quelque chose, essayons de devenir route à la place. Mais bon, ça fonctionne pas plus. Même principe, je fais exit. Ce que ça me prend, c'est le fameux S. Faire change mode plus S sur Hackit. Alors voilà, j'ai des S maintenant. Là maintenant, si j'essaie de lancer Hackit, je tape la commande ID et ça fonctionne toujours pas. Et je vous explique pourquoi. C'est que il y a juste root qui peut exécuter ces instructions-là ici. Euh, ce sont des instructions un peu privilégiées qui sont réservées à root. Même si vous avez mis les S ici, vous étiez déjà Inaya, vous étiez déjà dans le département de vente. Alors, ça vous octroie les droits de vente et de sales et de Inaya. Et Inaya n'a pas les droits de toute façon d'exécuter ça. Alors, elles sont complètement inutiles, ces choses-là ici. Donc, malheureusement, ce n'est pas suffisant dans notre escalade de privilèges parce qu'il faudrait absolument ici que ce soit root qui, euh, qui puisse, euh, qui puisse exécuter, qui puisse être le owner de ce fichier-là. Donc, je peux essayer change owner, root, Hackit. Évidemment, je ne suis pas autorisé à changer, ça de cette façon-là. Maintenant, ce qui nous manque, il semble nous manquer seulement la portion où notre fichier ici devrait avoir root comme owner. Et après ça, je pense que notre setup serait en place. Des failles qui sont souvent perçues, c'est avec sudo. Sudo permet d'exécuter des choses en tant que root. Et puis, c'est souvent cet endroit-là qu'on va voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Alors, je vais juste ajouter Inia dans le sudo file. Maintenant que j'ai ajouté Inaya dans le sudo, je vois que quand je fais sudo-l, j'ai souvent à certains endroits, sur certains serveurs, c'est le comportement des gens qui ont introduit une faille dans Linux. Souvent, ce que j'ai remarqué dans ma carrière, Linux, l'installation de base est très robuste, mais c'est les humains, à force de travailler dessus, qu'ils introduisent des failles. Vous voyez, ça, c'est une faille qu'on voit souvent. Un admin aurait mis euh, quelque chose dans le sudo-sphère à l'époque, shipping.sh, qui permettait à l'équipe de shipping de faire quelque chose. Mais avec le temps, le script a été effacé parce que ça servait plus, mais à aucun moment on l'a enlevé du sudoers. Alors, ce qu'on pourrait se faire à ce moment-là, c'est d'exploiter cette faille-là. J'ai dit tantôt qu'un coup qu'on comprend la sécurité, c'est là qu'on cherche à quel endroit quelqu'un a fait une erreur et on exploite l'erreur en question. L'erreur ici, c'est qu'à un moment donné, dans le temps, le shipping était là, les permissions étaient bonnes, tout était beau, mais à un moment donné, il a été effacé pour X raisons, parce qu'on a restructuré le département, toutes sortes de raisons comme ça. Et puis, l'entrée est encore dans le sudoers. Si on fait sudo, ça ici, évidemment, ça marche pas parce que le programme n'existe pas. Mais rien ne nous empêche, nous, de le créer, par contre. Nous, on va le créer, on va le refaire naître, mais à notre goût à ce moment-ci. On va créer shipping.sh. Et shipping.sh, ça va être un bash, user bin bash. Et puis la seule chose qu'il va faire, c'est un change owner root sur Hackit. C'est juste ça qu'on a besoin. Donc, on va faire ls-l.
Je vois qu'ici, Hackit appartient à Inaya. Si j'exécute ça ici, sudo permission dir 22, est-ce que je l'ai appelé de la bonne façon? Oui, sauf que je dois faire un change mode plus X sur mon shipping. Si j'essaie de l'exécuter, il semble s'être exécuté. Et puis Hackit maintenant, vous voyez, il a perdu ses S quand on a fait le change owner. C'est quelque chose qui arrive. Quand on fait un change owner, les S prennent le bord. On va remodifier notre script. On va rajouter les S à Hackit. On relance notre script. Oh, j'ai écrit change mode. C'est plutôt change mode. CH mode. Maintenant, Hackit a root et il y a les S grâce à cette petite faille qu'on vient d'exploiter. Donc, mon ID, par contre, c'est encore Inaya, mais si maintenant j'exécute Hackit et je tape ID, maintenant je suis officiellement root, j'ai hacké, j'ai exploité la faille pour devenir root sans connaître le mot de passe grâce à cette faille. Si je m'en vais dans /etc maintenant et que je faisais un VI de TC Shadow, eh bien j'aurais accès au mot de passe encrypté de root et là je pourrais le lancer avec des programmes de brute force attack pour essayer de le décrypter, en sachant que le salt va être signe de $6 et le reste, c'est ma clé. On en a d'autres ici aussi qu'on pourrait essayer d'exploiter. Donc, maintenant, c'est ça, vous êtes sur la machine grâce à cette petite faille qui a été oubliée à un moment donné. Donc, voilà, vous comprenez un peu mieux comment fonctionnent les permissions. Donc, je récapitule en disant, je vais montrer un petit peu, on crée des utilisateurs, des groupes. Les utilisateurs font partie des groupes, les répertoires. Après ça, il y a toutes les permissions. Chaque chiffre ici, ce qui veut dire, le sticky bit qu'on est allé voir aussi. On a mis un sticky bit ici sur notre répertoire. Et puis, après ça, un petit programme en C qui fait notre set UID, notre set group ID, la façon la façon de lancer quand on a un S, ça fonctionne pas avec un bash, il faut s'en souvenir. Ça fonctionne juste avec un exécutable. Mais comment rendre un exécutable root, ben, c'est d'exploiter une faille sudo en est souvent une, qui permet juste de lancer un petit quelque chose, qui lui ensuite nous permet de faire autre chose. Et c'est cette autre chose, dans notre cas ici, qu'on a appelé Hackit, qui nous permet de hacker notre serveur. Alors voilà, c'était un bref aperçu, parce qu'il y a quand même d'autres choses qui entourent les permissions, des petits détails, mais je pense que vous connaissez l'essentiel maintenant, qui vous permet même jusqu'à aller exploiter une faille de sécurité. N'oubliez surtout pas le plus important. Le plus important dans cette capsule que vous devez retenir, c'est que je vous transfère la connaissance concernant le fonctionnement des permissions dans le but de faire de vous des hackers éthiques et non pas des voyous. Hein. Le but ici, c'est de bien comprendre les permissions. Le jour où vous occuperez un poste en cybersécurité, vous allez savoir de quelle façon Linux fonctionne pour déceler les failles dans le but éventuel de faire des recommandations à votre équipe de sécurité. C'est très important de ne pas croire que cette vidéo est pour des fins malfaisantes, si on peut dire ça comme ça. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir.